Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à votre bulletin Info-Témis du 21 février 2023. Ici Francis Prudhomme, journaliste à TV Témis. Il me fait plaisir d'être avec vous pour vous informer de l'actualité témiscamienne. Cette semaine à Info-Témis, reportage sur la semaine de la persévérance scolaire. 3 Témiscamiens témoignent de leur expérience du 28 jours sans alcool. Rencontre avec Stéphanie Plourde concernant la semaine des enseignantes et enseignants. Une entrevue avec Annabelle Landry-Jeunesse, directrice du Centre de prévention du suicide du Témiscamingue, et bien d'autres nouvelles. C'est du 13 au 17 février dernier que se tenait la semaine de la persévérance scolaire au Témiscamingue. Afin de souligner le tout, plusieurs activités ont eu lieu tout au long de la semaine sur le territoire. Dans un premier temps, chaque jour de la semaine, une personne différente est allée témoigner sur les ondes de CKVM de son parcours scolaire particulier. Également, après quelques années d'absence, ce fut le retour de la journée en vert. Les entreprises et organismes du Témiscamingue étaient donc invités à s'habiller en vert le 16 février et envoyer leurs photos à l'agente de projet en persévérance scolaire du Carrefour Jeunesse Emploi du Témiscamingue, Valérie Lalonde, qui a fait un tirage de cupcakes parmi les participants. De plus, en marge de la semaine de la persévérance scolaire, s'est tenu le déjeuner des partenaires le 9 février. Ce fut le moment de dévoiler les activités à venir et d'assister à l'inspirante conférence donnée via Zoom par Marisol Saint-Onge, quadruple amputée. Une allocution empreinte d'émotion avec une belle touche d'humour. Tous les détails avec Valérie Lalonde, agente de projet en persévérance scolaire. Donc, bonjour Valérie, de nous accueillir aujourd'hui au Carrefour Jeunesse Emploi du Témiscamingue. Merci de nous accueillir. Bien, ça fait plaisir. Valérie, j'aimerais que tu m'expliques un peu là, ton rôle dans les semaines de persévérance scolaire ici au Témiscamingue. Quel est un peu ton rôle, ton implication dans cette semaine-là? Bien, moi, je suis agente de projet en persévérance scolaire. Fait, mon but, c'est vraiment de faire vivre la persévérance. Les journées de la persévérance scolaire sont toutes indiquées pour que je puisse faire des activités, pour que je la fasse vivre finalement. Je les fasse vivre parce que c'est les journées de la persévérance. Fait que j'ai organisé des choses dans les écoles toute la semaine, autant primaire que secondaire. J'ai envoyé des cartes postales pour les tout-petits dans les écoles primaires. Dans les écoles secondaires, c'était plus des certificats de persévérance que les enseignants remettaient aux élèves. On a aussi fait la tournée des écoles secondaires sur les heures de dîner pour aller faire des activités avec les joueurs de pirates, des activités de persévérance, de tir au but, on a joué au costume avec les jeunes, les impliquer un peu dans tout ça. Puis nos joueurs des pirates ont été vraiment excellents. Ils jasent avec les jeunes et ça a été très apprécié. J'ai aussi organisé un concours de la journée en vert qui est aujourd'hui. Oui, c'est pour ça que je porte le vert. Oui. Et présentement, là, on est dans l'après-midi, puis ça participe quand même bien. J'ai des organismes, des entreprises, j'ai des écoles qui ont participé puis qui vont participer encore. Ils ont jusqu'à demain pour m'envoyer les photos. Je vais faire un tirage de cupcakes maison avec ceux qui ont participé. Le but de ça, c'était vraiment de revenir en arrière parce que, voilà quelques années, la journée en vert était très présente, même au Témiscamingue. Puis dans les dernières années, elle a eu comme tendance à décliner. On dirait que les gens se l'appropriaient moins. Et on voulait, régionalement, parce que j'ai parlé avec les autres MRC aussi de l'Abitibi-Témiscamingue, faire revivre cette journée-là, que ce soit le jeudi, pas le jeudi, le jeudi persévère, justement pour faire vivre que tout le monde, c'est un sentiment d'appartenance pour dire aux jeunes, on est là puis on vous appuie. Et parle-nous un peu, Valérie, je sais que la semaine passée aussi, il y a eu une journée qui s'est tenue là, du côté de l'Audacieux. Qu'est-ce qui avait eu lieu cette journée-là? Je pense que tu as lancé la semaine à ce moment-là. Le premier but de jeudi passé, c'était mon déjeuner officiel des partenaires de la réussite éducative. Donc, j'ai réuni dans une salle tous ceux qui ont à cœur, bien, c'est sûr que tout le monde a à cœur la réussite éducative, mais j'ai vraiment réuni le Centre de services scolaires, Desjardins, qui est un de nos bons partenaires financiers aussi, des intervenants du CISAT. J'avais aussi bien sûr, ma gang du Carrefour qui était là. J'avais des directions d'école. Ces gens-là, puis j'avais aussi, c'est vrai, des employeurs, parce que les employeurs travaillent beaucoup avec les jeunes, fait qu'ils font beaucoup de conciliation travail-études. Fait que j'ai invité tous ces gens-là pour leur faire vivre un moment que j'avais choisi avec Marisol Saint-Onge, qui est une conférencière quadruple amputée, qui est venue nous parler de son parcours à elle, parce qu'elle n'est pas née quadruple amputée. Ça fait 11 ans maintenant qu'elle vit avec cette limitation-là. Puis sa conférence était vraiment
pleine de persévérance, de motivation, de résilience, d'humour, parce que c'est quelqu'un qui prend la vie avec beaucoup d'humour. Et je voulais présenter cette conférence-là à mes partenaires parce qu'elle va être présentée dans, bien, pas la même, elle va être adaptée aux jeunes du primaire et du secondaire à la fin mars. Et c'était aussi l'occasion de lancer officiellement les Journées de la persévérance scolaire qui avaient lieu cette semaine. Fait que c'était pour ça aussi que j'avais choisi cette date-là. Et ouais, Marisol, écoute, on était présents, on a vu cette conférence. J'imagine que c'était un beau message, ça a été bien accueilli. Là, genre, la plupart des gens qui étaient là, on est ressortis de là très émotifs. Là. Ça a été un bon choix de conférence en passant. Félicitations. Merci. Donc, comment tu as apprécié justement ce moment-là, Valérie? Je l'ai vraiment beaucoup apprécié. J'ai réécrit à Marisol aussi après. Sa conférence était vraiment bien montée pour nous expliquer. Elle nous expliquait vraiment qu'elle était vraiment rendue sur son X. Parce que Marisol, finalement, c'est une streptocoque qu'elle a eue, bactérie mangeuse de chair, qui a fait qu'elle s'est fait amputer les 4 membres. Puis, tu sais, elle nous parlait de son parcours avant, qu'est-ce qu'elle a vécu dans le pendant, qu'elle a vécu l'émotion et tout, et le maintenant, parce que c'est une artiste peintre, et elle peint encore et toujours. Elle nous a montré ses œuvres avant et après, puis c'est à s'y méprendre. Je ne suis même pas capable moi-même de faire ce qu'elle faisait juste avec un crayon attaché, parce qu'elle nous a expliqué qu'elle avait déjà attaché juste un crayon sur son moignon. Puis avec ça, elle a réussi à créer des fleurs dans un pot. Cette image-là, je pense que c'est celle qui a le plus ému toute l'assistance au complet. Ouais. Donc, et puis là, tu en as parlé un peu, là, mais brièvement, peut-être nous résumer un peu les activités qui ont lieu cette semaine là, dans le cadre de la semaine de persévérance scolaire. Justement, on se promène dans les écoles, on lance le message de la persévérance. On a plusieurs activités tout au long de la semaine. Je pense qu'il y a aussi des chroniques à CKVM qui ont eu lieu. Oui, c'est vrai. Parlons un peu de ça, Valérie, J'ai oublié de parler des chroniques à CKVM. Tous les jours à 11h15, on avait une personne qui avait été ciblée pour aller parler de persévérance. Lundi, on a eu Francis Brouillette, qu'on avait été chercher pour son côté. Francis avait abandonné l'école avant l'obtention de son secondaire 5. Il avait été sur le marché du travail, puis il a commencé à fonder sa famille, acheter sa maison, conjointe et tout ça. Pour qu'à 33 ans, ils se disent « bien, c'est pas ça que je veux comme vie ». Fait qu'il a retourné sur les bancs d'école, papa de famille, puis il est allé finir son secondaire 5. Puis il nous a parlé beaucoup de ce parcours-là. C'était très intéressant. Mardi, on avait Nathaniel Hanneville et Alicia Barry qui étaient en ondes. Ils nous ont beaucoup touchés. Je dois avouer que puis je les ai parlé après parce que je voulais leur dire à quel point ils ont vraiment été ouverts. Ils nous ont parlé de leur limitation qui est la trisomie, de comment ils se sentent jugés par les gens, puis comment qu'eux autres ils ont décidé de persévérer dans tout ça puis d'aller de l'avant quand même. Il était très beau à entendre parler. Et mercredi, on avait Charlotte Ranoux, qui est un autre parcours totalement, parce que Charlotte, c'était une patineuse qui avait fait des choix adolescentes d'aller, parce qu'elle avait 13 ans quand elle a déménagé à Montréal, pour aller vivre son sport pleinement. Toute seule, elle est allée en famille d'accueil là-bas. Fait qu'elle nous parle de son parcours, qu'elle est obligée de changer à cause d'un accident, qu'elle s'est blessée. Oui, une blessure, fait qu'elle a été obligée d'abandonner le sport et de penser à autre chose. Fait qu'elle nous parle de ce parcours-là. Ce midi, on avait Samuel Lessard, qui est un jeune du Témis, qui avait étudié pour être infirmier, qui est maintenant rendu un chroniqueur automobile à RPM à nouveau à toutes les fins de semaine. On peut l'écouter. Beau parcours. J'ai beaucoup aimé son entrevue aussi ce midi. Beau parcours de persévérance. Et demain, on a Angie Héroux de Témiscamingue. Parcours un peu atypique comme Francis lundi. Jeune fille qui est rendue une femme, qui est retournée à l'école parce qu'elle avait abandonné puis qu'elle a décidé qu'elle aussi, elle voulait autre chose que travailler au salaire minimum, puis elle voulait être fière d'elle, fait qu'elle a décidé de retourner sur les bancs d'école. Et toutes les chroniques vont être disponibles via la page Facebook du Comité en persévérance scolaire. Donc, ça a écouté là, des beaux témoignages. J'ai eu la chance d'écouter l'interview avec Nathaniel, justement. Oui. Ça m'a beaucoup touché aussi également. Donc, Valérie, là, j'aimerais que tu nous expliques justement là, l'importance, selon toi, là, d'avoir une semaine comme ça, là, qui souligne la persévérance scolaire ici en région. Je pense que c'est important de dire à nos jeunes qu'on est là. Puis quand je dis jeunes, c'est jeunes et moins jeunes. On a tous besoin, un jour ou l'autre, d'avoir la petite tape dans le dos qui nous pousse à aller plus loin puis à persévérer. On est allé cette semaine jaser avec les jeunes adultes du Centre Frère Moffett. C'est un peu le message que je leur avais donné. Oui, c'est le fun d'avoir la tape dans le dos pour continuer, pour persévérer, mais nous aussi, il faut la donner, cette tape-là dans le dos aux autres. Puis c'est un peu une semaine pour rappeler tout ça, rappeler qu'on est là pour les autres, puis qu'il faut toujours persévérer, puis qu'il faut être à l'écoute des gens, puis les aider à continuer à avancer.
Et là, Valérie, là, oui, on en parle beaucoup cette semaine, la persévérance scolaire, mais il va y avoir des activités là, tout le long de 2023. Là. Est-ce que tu peux me parler de quelques projets là, qui sont en branle ou qui devraient être réalisés au cours de 2023? Oui, tantôt, j'ai parlé des conférences dans les écoles primaires et secondaires et écoles des adultes qui vont avoir lieu à la fin mars. J'ai aussi encore cette année, c'est la 3e année qu'il y a le concours conciliation travail-études pour les jeunes. Habituellement, on ciblait beaucoup les jeunes de secondaire 3, 4, 5, école des adultes, cégep, université. Cette année, je vais les tirer un peu parce que maintenant, beaucoup de secondaire 1 et 2 travaillent. C'est une réalité qu'on a. Fait que je vais les tirer, mais il va encore avoir lieu. Finalement, c'est de dénoncer les bons patrons et non les pas bons patrons. ceux qui permettent aux jeunes de concilier les études avec le travail. Tu sais, on le sait que le mois de mai, juin, c'est des gros mois. Fait que c'est souvent là qu'ils ont besoin d'être plus écoutés, plus compris. Ils ont beaucoup de périodes d'examen, ils ont beaucoup de périodes d'études. Fait que, on veut pousser les jeunes à nous dire c'est qui les bons patrons du Témis. Il va y avoir une remise de prix avec tout ça pour les employeurs. Je vais aussi faire dans un des projets de la sensibilisation auprès des entreprises, justement pour sensibiliser, oui, je cherchais le mot, sensibiliser à la conciliation du travail-études. On n'est pas là pour taper ses doigts à personne. C'est vraiment juste de la sensibilisation. On montre du matériel, on les explique un peu certaines choses, puis c'est un peu ça. J'ai aussi comme projet des trousses qui vont être remis aux maternelles 4 ans. Parce que les maternelles 4 ans, il y a tout de suite une transition entre soit à la garderie ou à la maison et ils entrent à l'école. Tandis que les maternelles 5 ans, ils ont comme une transition, eux autres, qu'ils font la passe-partout, ou qui ont fait la maternelle 4 ans, ou qui ont fait la passe-partout. Tandis que les maternelles 4 ans, eux, ils entrent directement. On veut remettre une trousse, autant pour les parents que pour les enfants, pour aider à cette petite transition-là. Puis ça va être un beau partenariat que je vais faire avec des organismes d'ici au Témiscamingue, Maison de la famille, entre autres, l'intervenante Pivot. J'ai aussi l'intervenante de Passe-Partout qui travaille avec nous. Fait que ça va être une belle trousse qui va être montée pour ça. Tu me parlais d'un projet glissade, si je ne me trompe pas? Bien, il n'est pas encore décidé, Okay. les glissades d'été. Les glissades d'été, finalement, ça fait une couple d'années qu'on en entend parler. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est de contrer la perte des acquis pendant l'été, entre la fin d'année scolaire et le début de l'année suivante. Parce qu'on le sait, c'est même prouvé, il y a des études qui ont sorti au fil des années. Les jeunes perdent beaucoup d'acquis pendant l'été s'il n'y a pas de choses de mis en place. Puis pas besoin, on ne parle pas de faire l'école pendant l'été non plus. Ça peut être simplement de lire un 15 minutes par jour, faire des recettes avec vos enfants, parce que faire une recette, bien, ça te permet de lire, parce que c'est une recette. Ça te permet de faire des mathématiques. C'est vraiment de mettre des choses en place, puis on essaie de trouver des activités, justement, pour un peu contrer cette perte des acquis-là pour les jeunes. J'attends de voir encore pour cet été. Je vais cibler. Est-ce que je cible les tout-petits, les moins jeunes? On ne le sait comme pas encore tout à fait. Là. Ça, je vais vous revenir avec mon projet qui va avoir lieu cet été. Valérie, un gros merci et encore un chapeau pour le beau travail cette semaine. Ça a été bien apprécié. Je pense qu'on l'a bien vu sur les réseaux sociaux. Tout le monde est impliqué dans la persévérance scolaire. C'est important que tout le monde mette l'épaule à la roue, si on veut dire. Donc, chapeau d'avoir chapeauté tout ça. Valérie, un gros merci. Merci beaucoup. Merci, Valérie. La consommation d'alcool fait bien souvent partie de nos habitudes de vie sans que l'on y prête attention. Le 5 à 7 du jeudi ou la coupe de vin du vendredi soir, plusieurs contextes nous incitent à boire de l'alcool. C'est pourquoi, depuis maintenant 10 ans, plusieurs Québécois décident de relever le défi 28 jours sans alcool. Que ce soit pour récolter des dons ou par simple défi personnel, toutes les raisons sont bonnes. 3 Témiscamiens, Chloé Roy, Marie Aubry et Guillaume Gonzalez ont relevé le défi cette année et en témoignent à la caméra de TV Témis. Alors, bonjour Chloé, merci de nous recevoir chez toi ce matin. Ça va bien? Bonjour Francis, ça va bien? Oui, oui. J'aimerais peut-être que tu te présentes pour les gens qui ne te connaissent pas, ton nom et un peu ce que tu fais dans la vie. Mon nom, c'est Chloé Roy. Je suis représentante des ventes pour la microbrasserie Barbe-Brou au Témiscamingue. Puis je peux dire aussi que je suis entraîneur de patinage artistique. C'est ça. Chloé est ici parce que tu participes aux 28 jours sans alcool. J'aimerais que tu m'expliques un peu qu'est-ce qui a motivé cette année à faire le 28 jours sans alcool pour toi? Bien, en fait, je fais ça parce que je veux prendre un peu de recul sur ma consommation parce que je suis québécoise, puis j'aime beaucoup la bière, j'aime beaucoup le vin.
C'est ça. Puis en décembre, avec le temps des fêtes puis tout ça, ben on boit pas mal. Hein. Fait que j'ai toujours hâte aux 28 jours sans alcool. On dirait que ça me permet de reprendre le dessus un peu là, sur ma consommation. Et justement, est-ce que c'est la première année que tu le fais ou tu l'as déjà fait dans les années passées? Je l'ai fait l'année passée. Puis ça avait tellement fait du bien que, dans le fond, j'ai continué 2 semaines en mars. Okay. Fait que j'ai fait quasiment 6 semaines sobre. Puis c'est ça, ça avait fait du bien, là, ouais. Puis est-ce que tu le fais pour un défi personnel ou tu essaies aussi de ramasser des fonds en même temps? Ou c'est vraiment plus côté personnel, dire je veux le faire pour moi? L'année passée, on avait ramassé des fonds pour le groupe Image. Okay. Puis là, cette année, j'ai décidé de le faire vraiment pour moi. Bien, dans le fond, c'est parce que ça me challenge un peu moi-même. Tu sais, comme je suis entraîneur de patinage artistique, bien, j'aime ça montrer à mes élèves bien, des bonnes habitudes de vie. Fait qu'en faisant ça, bien, ça me challenge. Puis c'est ça. Excellent. Et puis là, j'aimerais que tu m'expliques, est-ce que c'est difficile pour toi de ne pas boire d'alcool pendant une période ou c'est plutôt facile? Comment tu vois ça jusqu'à maintenant? Là? Bien, les premiers jours, c'était plus difficile. Là. Je te dirais que la première fin de semaine, là, c'est tout le temps. Il me semble que je prendrais une bière. Là. Puis on dirait que passé, mettons, le 12, 13, 14, on dirait que tu y penses plus vraiment. Puis ça se fait comme tout seul. Là. Mais ça revient. Des fois, le vendredi soir, là, c'est comme, il me semble que je prendrais une bière. Mais ça va bien. Justement, est-ce que tu développes des trucs avec ça? Genre, justement, boire de l'eau, manger autre chose ou t'occuper, faire des activités? Est-ce que justement, tu trouves tu as développé des trucs justement pour enlever la tentation, si je peux dire? Bien, je te dirais que mes enfants, ils occupent beaucoup de mon temps. Fait que, tu sais, en passant pas mal de temps avec eux autres, j'oublie rapidement que j'ai soif, là. On se fait des bons repas, on boit Pepsi, on se laisse aller un peu plus les cochonneries. Mais c'est ça. Non, ça passe bien quand même, ouais. Justement, est-ce que tu remarques des bénéfices pour ta santé? Est-ce que prendre une pause d'alcool, tu remarques que ça te fait du bien à ton corps, oui? Qu'est-ce que... Oui, on dirait que j'ai passé une semaine dans le sud. Non, mais c'est niaiseux, hein? Parce que vraiment, le temps des fêtes, on a quand même pas mal levé le coude. Fait que, on dirait, là, on est rendu le 17, là. Je dors bien. On dirait que mon linge a grandi. Mais, ouais, c'est ça. Oui, ça fait vraiment du bien. Alors, merci Claude de nous avoir reçus et félicitations encore pour ce beau défi-là que tu relèves avec brio et on se reparlera pour d'autres occasions, peut-être le patin éventuellement, là où on se tient au courant. Merci Francis. Merci Chloé. Bonne journée. Toi aussi. Donc, bonjour monsieur, madame, peut-être vous présenter pour notre auditoire? Bonjour, je suis Marie Aubry. Et moi, je suis Guillaume Gonzalez. Donc, on est ici parce que vous participez aux 28 jours sans alcool. J'aimerais que vous expliquiez un peu ce qui vous a motivé à participer cette année à ce défi-là. Pour moi, c'était plus un petit défi personnel et l'occasion aussi peut-être de faire le point sur ma consommation d'alcool parce que c'était une habitude festive et je me suis dit que ce serait bien de calmer un peu ça. Bah, c'est pas mal la même chose aussi, c'était un défi personnel. Dans le fond, c'est une collègue à nous là, qui est cachée, mais qui a lancé ça, qui a lancé un petit peu ce défi. Puis on s'est dit, ah ben oui, on va embarquer, mais c'est vraiment une histoire de défi personnel, de se dire, bon, ben 28 jours, on va pas boire d'alcool, là, on va prendre ça plus relax. Là. Et peut-être justement nous expliquer, là, est-ce que c'est la première année que vous participez ou vous avez déjà fait les années passées aussi? Moi, c'est la première fois. Moi, j'ai déjà fait, pas toujours pendant le mois de mai, là, mais c'est la 3e fois que je fais un défi d'abstinence d'alcool, mettons, dans ma vie. Ouais. Et jusqu'à maintenant, ça se passe bien, vous deux, ou c'est plus difficile qu'on pensait, plus facile? Comment vous vivez ça jusqu'à maintenant? Je suis beaucoup moins drôle qu'avant. Non. J'ai trouvé que les premiers jours étaient très faciles. Là, pour être honnête, même si ça reste facile, le seul côté que je remarque et qui est un peu plus difficile, c'est qu'on a tendance à refuser les invitations, à être moins social. Et ça, c'est le côté que je trouve un petit peu difficile, alors que c'est purement psychologique. Hein. On s'amuse autant sans boire, mais c'est juste ça. Ben, c'est quand même relativement plus facile que ce qu'on s'imagine, mais c'est vrai que sur le côté social, parce que tu sais, nous, on a l'alcool ben social, en fait. C'est pas qu'on boit tant le reste du temps, mais dès qu'on est entre amis, c'est facile de se dire, ah tiens, on s'ouvre une petite bière, on s'ouvre une petite bouteille de vin. Fait que c'est sûr que c'est dans ces moments-là, quand tu es avec les amis ou en sortie, où en fait, c'est pas que c'est difficile, mais on dirait que tu cherches quelque chose. Tu sais, on dirait que tu es comme, ben là, je me prends un petit verre. Fait qu'il y a comme un mauvais réflexe qu'il faut éliminer. Fait que c'est plus dans ces moments-là où c'est difficile, mais sinon, je veux dire, dans le day-to-day,
je vois pas la difficulté parce que on n'est pas non plus à un niveau où on était accro, là, tu sais, qu'on a besoin d'un verre tout le temps, mais c'est juste que c'est ça, c'est dans les moments de rassemblement avec les amis où là, c'est là que tu sens un peu que c'est un peu plus compliqué de se dire, ah bon, ben, je vais boire un verre d'eau, mettons. Fait que c'est là. Justement, est-ce qu'on développe des trucs justement pour un peu combler ça? Est-ce qu'on boit de l'eau, on boit des bières sans alcool, on mange, on s'occupe les mains? Est-ce qu'on trouve des petits trucs? Moi, j'avais pris le parti de boire uniquement de l'eau et d'essayer de ne pas remplacer ça par les bières sans alcool ou autres alcools désalcoolisés. L'eau fonctionne bien pour moi, c'est ça. Moi, c'est ça, j'essaye des produits sans alcool. Malheureusement, c'est pas fou. Il y a beaucoup de produits que je trouve un petit peu insipides, mais tu sais, c'est quand même, je sais ça, il y a quand même des petites bières sans alcool qui sont le fun. Il y a des bières de microbrasserie quand même sans alcool qui sont rendues vraiment intéressantes. Mais c'est ça, le problème souvent, c'est que tous les autres boissons qui sont sans alcool sont compensées beaucoup par le sucre et c'est pas mieux. Fait que c'est ça, comme Marie, j'essaie de plus rester sur l'eau, mais l'eau, ben, sa caractéristique, c'est que c'est plate dans tous les sens du terme. C'est bien, on en boit, mais tu sais, c'est ça. Tu sais, quand il y a un rassemblement, boire de l'eau, c'est un peu plus plate là, mais écoute, on trouve des produits de substitution, pardon. On trouve un moyen de combler le fait qu'on puisse pas boire d'alcool là, tu sais. Mais ça reste dans des boissons sans alcool. Il y a pas, on comble pas avec autre chose là. Je me suis pas mis à manger 3 fois plus. En tout cas, j'ai pas l'impression. Mais c'est ça. Et est-ce qu'on ressent des effets bénéfiques sur votre santé, votre sommeil, votre perte de poids? Est-ce qu'on vous sentez des effets là, bénéfiques de ne pas boire pendant une certaine période de temps? Alors bizarrement, oui. Si on m'avait posé la question au début, j'aurais dit que je ne voyais pas de différence. Là, la différence que je vois, c'est qu'en entreprenant cette démarche, on dirait qu'on est plus poussé à faire attention à tout le reste, en se disant, bon, bah là, je fais attention à moi, je ne bois pas d'alcool. Pourquoi j'essaierais pas de manger un peu mieux, de bouger un peu mieux? On dirait qu'une chose en attirant une autre. Oui, on est un peu plus en forme. Ouais. Bon, on a quand même hâte d'aller boire des canons dans 2 semaines, là, mais on se sent plus en forme. Ouais. Oui, pas d'impact. Je vois pas tant d'impact direct sur la santé, mais c'est vrai, comme dit Marie, il y a le petit côté prise de conscience sur plein d'aspects de la vie qui fait que tu fais plus attention à d'autres choses. Fait que oui, c'est ça. Peut-être une petite prise de conscience sur faire attention à ce qu'on boit, à ce qu'on mange tout le temps là. Donc, Marie, Guillaume, merci beaucoup de votre témoignage aujourd'hui. C'est bien apprécié. Puis bonne chance jusqu'à la fin de votre défi. Merci, c'est gentil. Merci. Bah, bon, un coup. Les enseignantes et enseignants font une différence au quotidien dans la vie des enfants qu'ils côtoient dans leur classe. Ils deviennent, dans la majorité des cas, un adulte significatif pour leurs élèves. C'est pourquoi la semaine des enseignantes et enseignants est le moment propice de saluer leur engagement auprès de la jeunesse. Au Témiscamingue, chacune des écoles sur le territoire y va de ses petites attentions afin de souligner la profession d'enseignante. TV Témis s'est rendu à l'école primaire Saint-Isidore de la Verlochère pour y rencontrer Stéphanie Plourde, qui nous parle avec passion de son métier. Donc, bonjour Stéphanie, merci de nous accueillir aujourd'hui à l'école Saint-Isidore de la Verlochère pour la semaine des enseignants. J'aimerais peut-être que tu commences par te présenter, Stéphanie. Ton nom et t'enseignes quel niveau ici? Bon, ben moi, je m'appelle Stéphanie Plourde. J'enseigne en 5 et 6 cette année. Habituellement, je suis en 6e année, mais cette année, c'est particulier, une 5 et une 6. Donc, une double tâche, on peut dire. C'est quand un groupe groupé qu'on appelle? Oui, c'est jumelé, là, puis ça se jumelle quand même assez bien. Fait que 15 petits amis, oui, c'est ça. Fait les que grands, ils sont matures. Oui, ça va bien, une belle classe. Et là, j'aimerais que tu nous expliques ici, tu enseignes depuis combien de temps ici? Et est-ce que tu as toujours enseigné ici à la Verlochère? OK. Ben, en fait, ça fait 10 ans que je suis à la Verlochère. Et avant, initialement, j'ai commencé à Témiscamingue et j'ai enseigné là pendant 13 ans. C'est là que j'ai commencé ma carrière, en fait. Toujours au niveau primaire? Oui, toujours au niveau primaire. C'est ma passion. Moi, le primaire, c'est vraiment mon niveau préféré. Excellent. Ouais. Et là, j'aimerais que tu nous expliques, est-ce que tu as toujours voulu être enseignante ou qu'est-ce qui t'a donné envie d'être enseignante, Stéphanie? En fait, ça a commencé dans ma famille. Ma mère, qui était une enseignante, elle, au secondaire. Alors, je l'ai vue aller toute ma jeunesse. Puis, évidemment, bien, l'amour des enfants. Hein, c'est vraiment ça qui me passionne, là, ce que je vais chercher de ces élèves-là. Eux autres, quand ils t'aiment inconditionnellement. Hein, tu es comme une déesse pour ces enfants-là. Puis ça, j'apprécie ça énormément.
Excellent. Et là, parle-nous justement, qu'est-ce que tu aimes le plus de ce métier-là? Qu'est-ce qui te passionne du métier d'enseignante, justement? Ben, je vais radoter un peu, mais c'est les élèves. Vraiment, tout ce qu'ils apportent, c'est fabuleux. Tu sais, on parle souvent, on entend souvent les gens dire la jeunesse, des critiques, mais tu sais, au contraire, ils nous apportent tellement des belles choses, des belles discussions, des beaux moments qu'on vit ensemble. Puis évidemment, ben moi, j'aime transmettre des savoirs aussi. Fait que c'est sûr que le combo de tout ça fait que j'adore mon travail. Puis ça me passionne encore après toutes ces années-là. Oui, ça paraît juste d'écouter parler, on sent ta façon. C'est beau t'entendre, Stéphanie. J'aimerais que tu nous expliques, là, on est ici pour parler de la semaine des enseignants. Comment ça a été souligné dans ton école cette semaine-là? Ouais, nous autres, on a été vraiment chanceuses ici. Je dis chanceuse parce qu'on est tous des enseignantes. OK. Alors, je me permets ça, le féminin. Notre directrice, Joanne Bergeron, qui arrive avec nous, elle est nouvelle, puis elle est formidable. Beaucoup de reconnaissance, beaucoup de belles petites pensées, d'attention pour nous autres cette semaine. Entre autres, des petites collations, des petites gâteries comme ça. Ensuite, on a eu des prolongements de récréation. Fait que c'est des papas qui sont venus surveiller pendant les récréations prolongées. C'était bien, je dis les, mais c'est une, en fait. Okay. Mais tu sais, quand même, c'est très apprécié. Fait que oui, c'est toutes des petites attentions comme ça là, qui font qu'on se sent apprécié de notre directrice. Puis c'est super, ça. C'est gratifiant. Ben oui, j'imagine. Et puis, justement, ça a été tout au long de la semaine ou ça a été souligné dans une journée ou chaque journée, il y avait une petite attention? En fait, à chaque journée, il y avait une petite attention. Puis Joanne est allée chercher aussi des complices dans le conseil d'établissement. Fait que le conseil qui est composé de gens de la communauté, de parents, tout ça, là. Fait qu'elle est allée chercher l'aide de ces gens-là. Puis tout au long de la semaine, on avait des petites surprises ici et là dans la journée, là. Fait que c'était très agréable. Excellent. Et puis, j'aimerais que tu nous expliques justement, c'est quoi l'importance d'avoir une semaine comme celle-là, de souligner justement votre travail? C'est important parce que je pense que notre profession est un petit peu banalisée de certains, hein, puis on le vit dans les médias puis tout ça. Mais je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un don de soi. Ce qu'on fait, on le fait parce qu'on aime les enfants, on est là pour eux autres, on veut qu'ils grandissent, qu'ils cheminent, qu'ils apprennent des choses. Fait que d'être reconnu pour nous autres, ben c'est vraiment formidable. Ça nous donne une petite tape dans le dos. Hein? Puis on n'attend pas nécessairement ça, mais ça fait du bien de voir que les gens reconnaissent ce qu'on fait pour les leurs, en fait. Ouais. Et là, pendant justement, tu es là depuis plusieurs années, tu l'as dit. Est-ce que tu as eu des témoignages d'anciens élèves là, par le passé qui t'ont dit comment tu avais été importante pour eux, comment tu avais marqué, que tu avais été un modèle inspirant pour eux? Ah oui, ça aussi, hein, ça c'est la paye. Hein? On entend souvent dire ça, là. C'est la paye du métier. Mais oui, j'en rends compte. Puis aujourd'hui, il y en a qui ont des enfants eux-mêmes. Hein? Fait que je commence, j'ai pas encore enseigné à des enfants, là, de ceux que j'avais eus au début, des parents, mettons, mais je commence à voir des élèves que j'ai eus dans mes premières cohortes, mettons, qui eux-mêmes ont des enfants. Puis là, bien, ils partagent ça. Puis là, Stéphanie, toi, tu m'as apporté telle affaire. Puis là, ils me relèvent comme des souvenirs qu'ils ont avec moi, tu sais, des choses qui les ont marquées. Ça aussi, c'est la plus belle gratitude que tu peux avoir parce que, justement, on fait un changement hein, dans leur quotidien. Là, puis, fait que, oui, moi, c'est beaucoup mon humour là, qui marque les élèves. Parce que là, je fais référence à moi, il y a beaucoup de profs qui nous ont marqués, justement. Là, moi, moi, je pense à l'exemple de Réal Couture, là, qui m'a donné la passion du théâtre, qui m'a donné la passion de l'improvisation, qui je ferais sûrement pas le métier que je fais aujourd'hui sans lui. Donc, c'est important, justement, de rappeler ces profs-là. J'imagine qu'un jour ou l'autre, certains élèves viendront te revoir et te feront un peu témoignage comme je fais aujourd'hui. Donc, Stéphanie, je te remercie pour ta passion et ta bonne humeur et de nous avoir recueillis cette semaine. C'est bien apprécié. Bien, merci à vous autres de souligner tout ça. Merci, Stéphanie. Merci. La 33e édition de la Semaine nationale de la prévention du suicide se tenait du 5 au 11 février. Cette année, la thématique était « Mieux vaut prévenir que mourir », faisant la comparaison avec la recharge des batteries de notre téléphone cellulaire, que nous ne devons pas attendre d'être complètement plat avant d'agir. Au Témiscamingue, le comité organisateur a choisi de cibler les milieux de travail afin d'y offrir des ateliers de sensibilisation. Plus de détails en compagnie d'Annabelle Landry-Jeunesse, directrice du Centre de prévention du suicide du Témiscamingue. Donc, bonjour Annabelle, merci de nous accueillir aujourd'hui dans tes locaux. Derrière. J'aimerais, Annabelle, que pour les gens, que tu puisses te présenter un peu ton titre et qu'est-ce que tu fais pour la Semaine de la prévention du suicide ici au Témiscamingue. Bien, en fait, mon nom, c'est Annabelle Landry-Jeunesse et je suis directrice au Centre de prévention du suicide du Témiscamingue.
Donc là, on était dans l'organisation de la semaine. Je suis hyper chanceuse ici au Témiscamingue parce que j'ai des gens qui s'ajoutent à moi là, pour créer un comité à chaque année. Donc, on a des partenaires là, super impliqués pour organiser les activités de la semaine. Tu nous en parler un peu justement. Quelles sont les activités que vous avez mis en place là, cette année pour la semaine de la prévention du suicide ici en région? Bien, en fait, cette année, il y a une nouvelle thématique nationale qui est sortie qui est Vaut mieux prévenir que mourir. Donc, on a bien sûr utilisé cette information-là en tentant de l'adoucir un petit peu. Donc, on veut que le message passe parce que c'est choc, mais c'est vrai. Par contre, là, on voulait pouvoir aller dans beaucoup de milieux différents et être aussi bien accueillis qu'on l'est. Fait que, dans le fond, on a fait l'analogie avec une batterie de téléphone cellulaire. Fait que, par exemple, on se dépêche à charger nos batteries de téléphone quand on reçoit les notifications, là, 15 10 5 restantes, branchez votre téléphone. On le fait tout parce qu'on veut pas qu'il ferme. Mais notre corps, c'est la même chose. Il nous envoie des signaux qui sont différents, bien entendu, mais qu'il faut apprendre à écouter. Donc, avec ces informations-là, pour la semaine, bien, on va avoir vu des milieux d'hommes, des milieux de travail qui sont traditionnellement masculins, en fait, là, où est-ce qu'on a pu aller donner des ateliers d'une quinzaine de minutes environ là, pour être vraiment efficace dans le temps, puis pour aller être accueillis, en fait, dans des usines, des industries qui sont des fois... qui doivent respecter des délais serrés. Donc, voilà. C'est promené beaucoup sur le territoire, je comprends bien. On a visité des usines comme, tu parlais de Série Béarn, des choses comme ça. On s'est promené sur le territoire où des milieux plutôt masculins, Annabelle, où on visait vraiment toutes sortes d'entreprises. Oui, exact. Si je peux vous énumérer ce qu'on a fait, là, pour l'instant, on a fait Pneus GBM, .s, là. On a fait Équipement Cardinal, on a fait Lactalis, on a fait Série Béarn, on a fait Ryam aussi à Témis. On en a plusieurs qui s'en viennent aussi. Dans le fond, ça ne rentrait pas tout dans une semaine. Là. Finalement, on s'est rendu compte qu'on avait des limites. Donc, on va aller aussi dans des écoles. On va se rendre chez Maison Shampoo, chez Témisco aussi. Puis, on va essayer de voir s'il y a d'autres milieux là, qui veulent nous recevoir plus loin, là, même si ce n'est pas pendant la Semaine nationale de la prévention du suicide. C'est pas un drame tant que le message passe. Et jamais on est bien accueillis dans ces milieux-là, puis on sent que ton message est bien reçu dans ces entreprises-là par les travailleurs? Bien, je suis étonnamment... Bien, je suis étonnée, je suis surprise, mais agréablement surprise, oui, par l'accueil qu'on a pu avoir, par l'ouverture de certaines usines qui ont même, fermé de la production, de la production plus tôt ou l'a commencé plus tard pour nous accueillir. Il y en a d'autres qui ont dit à leurs employés, hey, aujourd'hui, on va être là sur l'heure de la pause parce qu'il y a des invités qui viennent vous parler. Fait que juste de voir cette ouverture-là, c'est vraiment le fun. Puis on l'a senti, là, la reconnaissance. On donnait un petit cadeau qui était une batterie de puissance là, qu'on peut recharger puis ensuite s'en servir pour recharger un téléphone. Donc, quand on donnait ce cadeau-là comme rappel aux gens de recharger leur batterie, on sentait la reconnaissance et ouais, ils étaient agréablement surpris, eux aussi, du fait qu'on n'était pas si plate que ça, tu sais. C'est pas si grave qu'on peut C'est ça, penser, mais non, faut pas. C'est un sujet lourd, mais c'est quand même, vous l'apportez de façon ludique et sympathique. Là. Exactement. Et là, j'aimerais que tu parles aussi, on a vu des statistiques, là, justement, là, il y a 3 fois plus de suicides chez l'homme que chez les femmes. Est-ce que tu penses qu'il y a des facteurs qui peuvent expliquer ça, Annabelle? Bien, c'est sûr qu'il y a plein de facteurs qui peuvent expliquer ça. Tu sais, le milieu de l'aide dans la société, là, où est-ce qu'on est assis, toi puis moi, tu viens me parler, tu me dis « Bonjour, je m'appelle Francis, je vais pas bien ». Bien, en fait, c'est tout le contraire de ce que la société apprend aux hommes par le code de masculinité. Par exemple, où est-ce que tu dois être un homme fort, pas parler de tes problèmes, pas mettre un genou à terre. Donc, tu sais, c'est sûr que notre travail, c'est beaucoup d'aller à l'encontre de ces fausses normes de société-là. Tu sais, c'est pas vrai que t'es pas bon parce que tu vas chercher de l'aide puis parce que tu vas pas bien. Ça arrive à tout le monde. Donc, tant qu'à ça, vas-y, en chercher de l'aide. Puis en même temps, bien, on a, nous, les gens qui accueillent le monde dans leur bureau, qu'il y a une façon qu'on peut s'adapter aussi parce que, malheureusement, quand un homme vient chercher de l'aide, souvent, il aurait dû venir il y a 2-3 mois, par exemple. Fait qu'il faut apprendre à l'accueillir maintenant. Il faut apprendre à tasser des choses priorisées, en fait, cette clientèle-là, parce que les besoins est là, puis il est là depuis longtemps. Fait que, vraiment, puis ce qu'on remarque, par contre, c'est
l'influence entre hommes qui est intéressante quand même parce qu'il y a de plus en plus d'hommes qui vont chercher de l'aide. Puis on est chanceux, là, au Témiscamingue, on a des ressources, tu sais, juste pour hommes, comme le groupe Image. Puis quand ces hommes-là finissent par le dire dans un groupe en disant « ben moi, j'ai eu besoin d'aide, puis je suis allée en chercher », bien, ça a comme une influence positive, puis ça donne l'idée aux autres de le faire aussi. Et là, on en parle justement, là, on est en pleine la semaine de prévention. Est-ce qu'il y a des signes à reconnaître là, si on pense que nos proches ont des pensées suicidaires, Annabelle? Comment on peut un peu détecter ça? Bien, c'est sûr qu'il y a plusieurs signes qui vont différer selon les personnes. Là. On peut penser à des gens qui vont sortir moins, s'isoler, être plus agressifs, avec des symptômes plus dépressifs. Puis en même temps, la seule façon vraiment de le savoir, c'est de poser directement la question. Il n'y a pas essayé de demander s'ils ont des idées noires, de vraiment de pas le confronter, mais justement de valider avec cette personne, vraiment de ne pas hésiter de lui poser la question. Bien oui, puis ça peut être confrontant quand même de poser cette question-là parce que non, clairement, on ne sait pas toujours quoi faire si la réponse est oui. Mais en même temps, si on ouvre ce sujet-là avec quelqu'un, c'est comme si on lui laissait l'occasion de le dire. C'est comme si il s'est empêché tout ce temps-là de dire qu'elle n'est pas bien, mais que là, vu qu'on ouvre la porte, il va rentrer dedans. T'sais. Fait que dans le fond, ce qu'on peut faire, si jamais on a une confidence là, de pensée suicidaire de la part d'un proche, c'est vraiment de se revirer vers les services qui sont disponibles en tout temps. Donc, je te demande de pas hésiter de lui conseiller de vous appeler, d'appeler une ligne québécoise, justement de consulter, c'est vraiment la solution qu'on doit envisager. Exactement. Fait que, tu sais, si on y va avec les services directement, là, il y a des lignes, des services qui sont 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'année. Donc, on a la ligne d'intervention téléphonique, qui est le 1-866-APPEL, qui on peut aussi dire 1-866-277-3553. On a du clavardage au www.suicide.ca. On a aussi un nouveau numéro de téléphone là, où est-ce qu'on peut texter directement de notre cellulaire, qui est le 53 53 53. Il y a le 811, bien sûr, l'info sociale, là, qui existe. Le 811 étant l'ancien info santé, il est encore là. Mais maintenant, l'option 2, c'est info sociale. Fait que tu peux parler à un intervenant en tout temps. Ça, c'est tout ce qui est vraiment disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Sinon, bien sûr, le Centre de prévention du suicide ici au Témiscamingue, on est rejoignable du lundi au vendredi sur les heures de bureau là, de 8 à 4 au 819-622-7777. Et là, parle-nous également, là, on est en entrevue à 17 à VTMIS. Quelqu'un qui voit cette entrevue-là, puis il y a quel message là, tu pourrais lui lancer? Quelqu'un qui écoute ça et qui se rend compte que hey, moi, je traverse des moments difficiles, je vis une période noire. Qu'est-ce que tu pourrais dire à cette personne-là qui va écouter l'entrevue qu'on fait en ce moment, Annabelle? Parle-en. Parle-en à quelqu'un. Je pense que c'est le meilleur conseil qu'on peut dire. Reste pas toute seule avec ça, puis va chercher de l'aide parce que plus on vit dans une problématique, plus on est pris dans une situation, moins on voit ce qu'il y a autour, puis on pense avoir fait le tour des ressources, des solutions qui existent, puis on ne voit plus d'autres issues. Par contre, quand on va voir quelqu'un d'autre, on se rend compte qu'il y a peut-être des choses auxquelles on n'a pas pensé. Puis c'est ça que je veux encourager le plus possible, de ne pas rester avec ça parce qu'ensemble, on peut tous travailler contre le suicide, là, vraiment. Parle-nous un peu justement de ton rôle. Là, on est beaucoup de la semaine de la prévention, mais c'est que tu travailles ici à l'année longue. Là. À quoi ça peut ressembler une journée ou une semaine dans tes bottes? Là? Bonne chance dans une semaine dans mes bottes. En fait, là, mon éventail de tâches est énorme. Là. En fait, on a bien sûr, je suis une des seules employées au Centre de prévention suicide. Donc, j'ai le rôle de directrice. J'ai le rôle de commis comptable presque, où est-ce que je vais gérer toute l'administratif d'intervention. Donc, s'il y a des gens qui veulent venir en intervention, c'est moi qui les accueille. De formation aussi, où est-ce qu'on offre des formations à la population générale, comme aux intervenants du Témiscamingue aussi, pour bien accueillir et aider les personnes suicidaires. Fait qu'on a aussi ça, puis on chapeaute le service des travailleurs de rang en Abitibi-Témiscamingue aussi. Donc, les travailleuses de rang, mais on a 3 travailleuses là, de rang en Abitibi-Témiscamingue qui se déplacent sur les fermes à rencontrer les agriculteurs, leurs familles, leurs employés, en tout cas les proches en général, pour prévenir la détresse psychologique chez cette clientèle importante là, de notre territoire. Donc, c'est très varié tes tâches, là, et c'est beaucoup d'actions. Je te laisserai peut-être le mot de la fin, Annabelle, là, pour inviter les gens là, qui auraient besoin de ton aide, là, de ne pas hésiter à te contacter, justement. Et là, tu nous as bien dit les coordonnées, on va les afficher aussi à l'écran. Donc, je te laisserai peut-être le mot de la fin là, pour inviter les gens, justement, qui sentent le besoin de t'appeler, là, peut-être qui n'osent pas. Là, je laisserai peut-être les inviter, justement, un petit mot de la fin, Annabelle. Ben oui, ben merci. En fait, merci premièrement là, de donner cette tribune-là au sujet. Vraiment, c'est important parce qu'à force d'en parler, c'est comme ça qu'on
qu'on va inciter les gens à venir nous voir. Fait que n'hésitez pas, restez pas près que ça. Puis, tu sais, vous avez peut-être pas le goût de venir m'appeler moi là, pour commencer, puis c'est bien correct. Tu sais, parlez-en à un de vos proches. Vous pouvez rester anonyme en appelant dans les lignes 24/7. En fait, l'important, c'est juste de ne pas rester avec ça. Annabelle, un gros merci de nous avoir reçus. Écoute, félicitations pour ton beau travail. Merci beaucoup, Annabelle. Merci. Le développement de pratiques éco-responsables en agriculture au cœur d'un nouveau webinaire. L'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue tiendra le 8 mars prochain un tout nouveau webinaire portant sur la recherche en agriculture. Cet événement présentera 5 projets de recherche en lien avec le développement éco-responsable de l'agriculture en Abitibi-Témiscamingue. Animé par Vincent Poirier, professeur en sciences du sol à l'UQAT et directeur scientifique de l'unité de recherche et de développement en agroalimentaire en Abitibi-Témiscamingue, le webinaire permettra à 5 chercheuses et chercheurs de présenter leurs projets de recherche. Ces 5 projets centrés sur le territoire régional sont services écosystémiques en grande culture biologique, quel potentiel dans les régions périphériques. Filière spécialisée en grande culture biologique. Initiative de recherche en production bovine éco-responsable en Abitibi-Témiscamingue. Le rôle de la diversité et de la fonctionnalité du microbiome des agréo-écosystèmes de l'Abitibi-Témiscamingue. Un mode de paisance et choix de légumineuses pour la rénovation des pâturages. Le centre de l'UQAT au Témiscamingue, situé à Notre-Dame-du-Nord, permet d'assurer une présence et un accompagnement personnalisé auprès des gens du territoire qu'elles occupent et également au-delà. Notre mission est d'assurer le soutien ainsi que le transfert du savoir et de l'innovation que nous développons vers les productrices et producteurs. L'Abitibi-Témiscamingue est détentrice d'un large potentiel pour le développement de modèles agricoles et agroforestiers durables. Les projets qui seront présentés lors de ce webinaire sont extrêmement porteurs pour les agricultrices et agriculteurs d'ici et d'ailleurs, souligne Isabelle Ouellette, directrice du centre de l'UQAT au Témiscamingue. Culture, la 36e édition de l'événement Rideau, a couronné ses vainqueurs dans diverses catégories. Dans la catégorie moins de 60 spectacles où le Théâtre du Riff de Ville-Marie était en nomination, c'est finalement le Petit Théâtre du Vieux-Noranda qui a remporté le prix Communication et Marketing. Sport, nos 2 équipes de hockey junior évaluant dans la GMHL ont conclu leur saison respective. Les Pirates ont terminé la campagne avec une victoire sur la route de 5-1 contre les Titans de Témiscamingue. L'édition 2022-2023 devient donc l'équipe ayant cumulé le plus de victoires en une saison de l'histoire des Pirates avec 32. Signalons également les performances individuelles de certains joueurs qui ont brillé cette saison. Dans un premier temps, Jordan Rivière termine la saison avec un total de 102 points en 41 parties, un nouveau record chez les Pirates. Par ailleurs, la GMHL a dévoilé les joueurs les plus méritants pour la campagne 22-23. Chez les Pirates, Olivier Lamotte se voit décerner le titre du joueur le plus utile et Étienne Bourque est nommé meilleur défenseur de la GMHL pour la Division Nord. Mention spéciale également à Jordan Rivière, qui est terminé au 2e rang pour le titre de meilleur attaquant et 3e pour le joueur ayant le plus de cœur. Les Pirates amorcent leur parcours éliminatoire à domicile contre les Rockhounds de Bancroft le 24 février pour une série 2-3. De leur côté, les Titans de Témiscamingue ont conclu la saison régulière avec une défaite sur la route de 10-3 contre les Lynx de West Nipissing. Les Titans affronteront ces mêmes Lynx au premier tour des séries éliminatoires. Le premier match aura lieu ce mercredi 20h au centre à Témiscamingue. Pour ce qui est des honneurs individuels remis par la Ligue, le défenseur Émile Lavallée fait partie des finalistes pour les catégories de joueurs le plus utile et meilleur défenseur. Pour sa part, Nico Grégoire est finaliste pour le meilleur attaquant défensif et le gardien de but Éloi Bouchard est finaliste pour le prix du meilleur esprit sportif.
Je vous invite à être des nôtres ce mercredi 18h pour votre télé-bingo à l'antenne de TV Témis. C'était Francis Prudhomme, journaliste à TV Témis. Je vous invite à communiquer avec moi pour toute information d'intérêt public ou pour nous partager vos événements à venir. Par téléphone au 819-723-2814 ou par courriel à l'adresse journaliste@témis.tv. Merci de votre attention et bonne semaine à l'écoute de TV Témis. Au plaisir.